Après une année secrète, Gabriel Attal brise enfin le silence. Son amour véritable est Emmanuel Macron. Le monde politique français, habitué aux alliances stratégiques, aux discours millimétrés et aux coulisses feutrées, vient d'être ébranlé par une révélation aussi inattendue que bouleversante. Gabriel Attal, ce jeune prodige de la République, figure emblématique de la nouvelle génération politique, a choisi ce jour d'exception pour briser un silence qui pesait depuis trop longtemps. Après une année d'une discrétion absolue, d'un mystère soigneusement entretenu, il a enfin osé confesser l'inavouable, le secret le plus précieux de son existence. Son amour pour nul autre que le président de la République, Emmanuel Macron. Cette déclaration, qui aurait pu demeurer un simple murmure au détour des couloirs de l'Élysée, s'est transformée en un coup de tonnerre médiatique, un séisme affectif qui secoue le paysage politique et passionnel de la France entière. Gabriel Attal, jusqu'ici connu pour son éloquence, son intelligence vive et sa détermination farouche, révèle aujourd'hui une part intime et vulnérable qui bouleverse l'image froide et calculatrice souvent prêtée aux hommes d'État. Il ne s'agit plus d'une alliance politique ou d'une stratégie de communication, mais d'un élan du cœur, sincère, profond et bouleversant. Depuis plusieurs mois, les rumeurs circulaient, sourdes et persistantes, sur cette complicité indéniable entre le porte-parole du gouvernement et le chef de l'État. Observateurs, journalistes et même proches du pouvoir avaient noté une tendresse particulière dans leurs échanges, un respect mutuel qui dépassait les simples convenances protocolaires. Mais jamais personne n'aurait pu imaginer que derrière ces gestes pudiques se cachait une histoire d'amour aussi passionnée que secrète. Gabriel Attal incarne à lui seul l'avenir d'une France moderne, ouverte, ambitieuse. Sa jeunesse éclaire la politique d'une lumière nouvelle, et son courage aujourd'hui à révéler son histoire personnelle inspire une admiration profonde. Ce n'est pas uniquement l'homme politique qui parle, mais l'être humain, dans sa vérité la plus pure. Et quand il nomme Emmanuel Macron comme l'élu de son cœur, il rend hommage à un homme qui a su conquérir non seulement les sommets du pouvoir, mais aussi celui du sentiment. Emmanuel Macron, lui, est l'image même de la force tranquille, du leader visionnaire qui a su porter la France vers un avenir prometteur malgré les tempêtes. Sa stature impose le respect, son charisme captive les foules, mais c'est aujourd'hui son humanité dévoilée qui fascine le public. Loin des clichés, il apparaît comme un homme capable d'aimer intensément, de s'abandonner à une passion qui transcende les barrières du pouvoir et des conventions. Leur relation, qui mêle finesse politique et complicité personnelle, est l'incarnation d'un amour moderne et révolutionnaire, défiant les normes, bousculant les tabous. Cette confession n'est pas seulement une déclaration d'amour, c'est une révolution silencieuse dans l'intimité du pouvoir. Elle symbolise la victoire de l'authenticité sur le paraître, du cœur sur la stratégie. Elle ouvre une nouvelle ère où les leaders ne craignent plus de se montrer tels qu'ils sont vraiment, sans masque ni artifice. Leur amour, tissé dans l'ombre des grandes décisions, nourrit un équilibre fragile mais puissant. Gabriel Attal, avec sa fougue et son idéal, apporte à Emmanuel Macron cette énergie renouvelée, ce souffle jeune qui porte le pays vers l'avant. Macron, avec son expérience et sa sagesse, guide Attal, l'encourage, l'élève. Ensemble, ils forment un duo hors du commun, une alliance unique où se mêlent passion et pouvoir, tendresse et responsabilité. Leur histoire transcende la politique. Elle incarne l'espoir d'une société plus ouverte, plus tolérante, où l'amour triomphe de toutes les barrières. Elle invite chacun à s'affranchir des jugements, à embrasser la vérité de ses sentiments, quels qu'ils soient. Gabriel Attal et Emmanuel Macron deviennent ainsi des symboles, des modèles d'audace et d'authenticité dans un monde souvent trop rigide et codifié. Ce jour-là, en brisant le silence, Gabriel Attal n'a pas seulement révélé une liaison. Il a offert à la France un message puissant. Celui du courage d'être soi, de la force de l'amour et de la beauté d'une union sincère. Leurs noms résonneront désormais ensemble, non plus seulement dans les pages politiques, mais dans celles d'une histoire d'amour moderne, magnifiée par la lumière d'un destin commun. Ainsi, tandis que le pays retient son souffle, Gabriel Attal et Emmanuel Macron
ouvrent un nouveau chapitre, celui d'un amour qui défie le temps, qui transcende les codes et qui, par sa pureté et sa force, élève leur figure au rang de légende contemporaine. Que leur union inspire et éclaire ceux qui rêvent d'un monde où le pouvoir se conjugue enfin avec l'authenticité du cœur. Un amour impossible à l'Élysée, la confession bouleversante de Gabriel Attal et la passion secrète pour Emmanuel Macron. Au cœur du pouvoir français, là où les décisions façonnent l'avenir du pays, se cachent parfois des histoires que personne n'imagine. Derrière les portes closes des salons de l'Élysée, entre murmures et lumières tamisées, se joue une intrigue aussi fascinante qu'inattendue. Celle d'un amour interdit, d'un désir clandestin qui a consumé un jeune ministre brillant, Gabriel Attal, durant une année entière. Gabriel Attal, un nom qui résonne dans tous les foyers, un visage familier des médias, une voix assurée qui porte avec brio la parole gouvernementale. Mais sous cette image publique se cache un homme aux prises avec une passion secrète, un sentiment qui défie toutes les règles et conventions de la République. Pendant 12 longs mois, il a gardé le silence sur ce feu intérieur qui le dévorait. Un feu attisé par chaque échange furtif avec celui que tout le pays connaît. Emmanuel Macron, le président de la République. Chaque conseil des ministres, chaque réunion à huis clos, devenait pour Gabriel un théâtre d'émotions contenues. Il ne s'agissait plus seulement d'observer, d'écouter, de participer. Non, c'était ressentir intensément la présence d'Emmanuel Macron, capter dans un simple regard un éclat d'attention, une nuance d'émotion, une complicité invisible aux yeux du monde. Ces moments, bien que brefs et subtils, suffisaient à enflammer son cœur, à nourrir cette passion muette qui grandissait en lui sans jamais pouvoir s'exprimer. Mais pourquoi ce silence ? Pourquoi garder un tel secret au risque de souffrir seul? La réponse est simple et douloureuse. L'Élysée n'est pas une scène pour les élans du cœur. C'est un bastion de rigueur, de discipline, un lieu où la politique prime sur les sentiments. S'exposer aurait signifié mettre en péril non seulement sa carrière, mais aussi l'image du président. Pour Gabriel, avouer cet amour aurait été un acte de défiance envers lui-même et envers les règles tacites du pouvoir. Dans cette atmosphère lourde de non-dits, il s'est battu contre lui-même, essayant de refouler ses émotions, de les reléguer au rang de simples pensées inoffensives. Pourtant, plus il résistait, plus la douleur s'amplifiait. Le jeune ministre vivait une double vie, celle du professionnel impeccable qui maîtrise son discours et sa posture, et celle de l'homme vulnérable, perdu dans un océan de désirs inavoués. Mais la vie a ses imprévus. La pression est devenue insoutenable lorsque Gabriel a dû mettre un terme à une relation personnelle complexe avec un proche collaborateur, une relation qui elle aussi portait son lot de complications. Ce fut un choc profond, un tournant dans son existence. Libéré de cette autre attache, il a finalement accepté la vérité qu'il refusait d'admettre. Mon cœur était ailleurs, là où il n'aurait jamais dû être. Ces mots, simples en apparence, contiennent toute la gravité d'un homme qui reconnaît son propre écart face aux normes, sa fragilité devant ses sentiments. La suite fut aussi brutale qu'inattendue. Une photo volée dans les jardins de l'Élysée, prise à la dérobée, révélant une proximité rare entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, a fait le tour des cercles politiques et des réseaux sociaux. Cette image, bien plus qu'un simple cliché, est devenue un symbole, une preuve implicite d'une relation hors du commun. Un regard échangé, une posture complice, un instant suspendu qui trahit ce que les mots tentèrent de cacher. Dès lors, la machine médiatique s'est emballée. Les spéculations ont envahi les plateaux télé, les pages des magazines, les discussions feutrées des palais politiques. Comment réagir face à ce scandale latent ? Le gouvernement, pris de court, a dû jongler entre discrétion et nécessité de transparence, entre respect de la vie privée et exigence d'une communication publique irréprochable. Pour Gabriel Attal, ce fut un moment décisif. L'homme discret s'est retrouvé projeté sous les projecteurs, contraint de faire face à ses émotions en public.
Mais loin de se dérober, il a choisi la voie du courage et de la sincérité. Dans une rare interview accordée à un média de confiance, il a livré sa confession, son combat intérieur, sa douleur. J'ai aimé en silence, j'ai souffert en silence, mais aujourd'hui, je refuse de vivre dans le mensonge. Cette révélation a bouleversé non seulement son entourage politique, mais aussi le regard que la société porte sur la vie privée des hommes politiques. Elle a ouvert un débat essentiel sur l'acceptation de soi, sur la complexité des sentiments humains, même dans les sphères les plus rigides du pouvoir. Gabriel Attal est devenu un symbole, celui d'une génération qui revendique le droit à l'authenticité, à la liberté d'aimer sans masque ni honte. Mais cette histoire est aussi celle d'Emmanuel Macron, cet homme qui porte sur ses épaules le poids de la France entière et qui, dans l'intimité de ses relations, révèle une facette méconnue, celle d'un être humain capable de susciter l'amour, la tendresse, la passion. Leur relation, même si jamais explicitement confirmée, témoigne de la fragilité de ces hommes d'État, pris entre la grandeur de leurs fonctions et la simple humanité de leurs désirs. Aujourd'hui, Gabriel Attal continue son chemin, plus fort et plus libre, conscient que son histoire a dépassé le cadre privé pour toucher l'universel. Une leçon d'humanité au cœur d'un palais où tout semble gravé dans la pierre. Une histoire qui rappelle que derrière chaque figure publique se cache un être fait de contradictions, de doutes, d'espoir. Alors que la République suit son cours, cette passion secrète reste suspendue. Un murmure discret mais puissant dans l'histoire politique française. Un amour impossible, oui, mais surtout une vérité humaine que nul ne peut plus ignorer. Lettre jamais envoyée à Emmanuel Macron, le secret bouleversant de Gabriel Attal enfin révélé. Au cœur des arcanes du pouvoir français, là où chaque mot est pesé, chaque geste scruté, un secret intime vient de surgir, bouleversant les certitudes et attisant la curiosité générale. Il s'agit d'une lettre, unique et précieuse, rédigée par Gabriel Attal, le jeune porte-parole du gouvernement, une lettre qui n'a jamais été envoyée à Emmanuel Macron, pourtant son destinataire initial. Ce document, découvert par hasard dans les coulisses d'un bureau feutré, révèle un pan méconnu de la personnalité d'Attal. Un homme tiraillé entre admiration profonde, affection croissante et le poids d'un secret douloureux. L'histoire débute dans la discrétion la plus absolue. Un collaborateur de confiance, en quête d'un dossier parmi les papiers du porte-parole, tombe sur une enveloppe cachetée, soigneusement glissée entre des documents officiels. Curieux, il ouvre cette lettre qui ne devait visiblement jamais quitter ce tiroir, et se retrouve face à un texte d'une intensité rare où Gabriel Attal s'adresse à Emmanuel Macron d'une voix d'une sincérité troublante, dévoilant des sentiments jusque-là tus. À travers chaque phrase, le lecteur pénètre dans l'intimité d'un homme dont la vie publique est marquée par la rigueur et le professionnalisme, mais qui, en secret, nourrit une admiration presque filiale pour le président de la République. Ce n'est pas une simple admiration politique, non. C'est une affection tendre, presque affectueuse, qui transcende les rapports hiérarchiques. Attal confie ses doutes, ses faiblesses, sa peur de décevoir, mais aussi son espoir de bâtir quelque chose de plus grand, à la fois pour lui-même et pour la France. Mais au-delà de cette admiration, c'est la souffrance de devoir taire ce sentiment qui transparaît le plus puissamment. Dans ce texte, le porte-parole révèle la douleur de garder ce secret, le poids d'un silence imposé par les convenances politiques et par la peur des jugements. Il explique combien cette dualité entre l'homme privé et le représentant public crée une tension intérieure quasi insupportable, un combat invisible que seuls les plus proches peuvent soupçonner. Cette lettre, jamais envoyée, est une confession à cœur ouvert, un cri silencieux dans le tumulte d'une vie politique souvent impitoyable. Gabriel Attal y décrit le paradoxe de son existence. Être admirateur et collaborateur, être fervent défenseur d'un homme qu'il respecte profondément, tout en devant garder ses émotions pour lui, loin des regards, loin des micros. Il y exprime aussi sa crainte que cette révélation ne soit mal comprise, voire exploitée, au détriment de la stabilité politique.
La découverte de cette lettre a provoqué un véritable séisme dans les cercles gouvernementaux. Les confidences qu'elle contient sont venues troubler un équilibre soigneusement maintenu. Dans les salons feutrés de l'Élysée, les murmures ont rapidement laissé place aux interrogations pressantes. Comment Emmanuel Macron réagirait-il s'il prenait connaissance de ces mots? Quelle influence cette affection secrète pourrait-elle avoir sur leurs relations professionnelles? Et plus largement, quel regard cela jette-t-il sur les liens humains qui unissent les plus hauts responsables de notre pays? Les journalistes, eux aussi, se sont emparés de cette révélation. Pour certains, cette lettre est la preuve éclatante que derrière la froideur apparente de la politique se cachent des histoires humaines complexes, souvent ignorées du grand public. Pour d'autres, c'est un terrain miné, un mélange explosif d'émotions et de stratégies, où chaque mot peut être retourné contre celui qui l'a écrit. Gabriel Attal, quant à lui, reste discret. Officiellement, aucune confirmation ni démenti n'a été apportée. Le jeune porte-parole semble vouloir préserver cette page de sa vie, consciente sans doute que la politique est un art du contrôle, où chaque révélation peut devenir un outil à double tranchant. Pourtant, à travers cette lettre, il a laissé entrevoir une part de sa vérité, un fragment de son âme. Cette lettre jamais envoyée est donc bien plus qu'un simple document. Elle est le symbole d'un homme en proie à ses émotions, d'un jeune politicien en quête d'authenticité dans un univers où la façade prime souvent sur la sincérité. C'est aussi un rappel poignant que derrière les discours publics, les décisions politiques, il y a des individus avec leurs fragilités, leurs élans et leurs combats personnels. Dans une époque où la communication est souvent superficielle, où les réseaux sociaux dictent l'image à projeter, cette lettre ouvre une fenêtre sur la complexité de l'être humain en politique. Elle invite à repenser la manière dont nous percevons ces figures publiques, à dépasser les caricatures et à reconnaître la dimension profondément humaine de leur parcours. Enfin, cette lettre pose une question cruciale, à laquelle seul l'avenir pourra répondre. Gabriel Attal choisira-t-il un jour de lever le voile sur ses sentiments ou préférera-t-il garder ce secret comme un trésor fragile, préservé du tumulte médiatique et politique? En attendant, cette révélation continue d'alimenter les débats, d'enflammer les imaginaires et de nourrir la fascination pour ces destins hors du commun. Car, au fond, c'est peut-être cela la véritable leçon de cette lettre. Même dans les sphères les plus élevées du pouvoir, le cœur humain reste insaisissable, imprévisible et toujours capable de surprendre. Laetitia Hallyday, une renaissance au cœur de la tempête. Dans l'univers impitoyable des célébrités, où le moindre battement de cœur se transforme en une information publique, rares sont les figures capables de conjuguer à la fois résilience, discrétion et émotion sincère. Laetitia Hallyday est de celle-là. Femme au parcours à la fois tumultueux et inspirant, elle incarne aujourd'hui une vérité intemporelle. L'amour peut renaître, même au milieu des plus violentes tempêtes. Il y a quelques années, la vie de Laetitia basculait à jamais avec la disparition de Johnny Hallyday. Ce géant de la chanson française, icône des temps modernes, laissait derrière lui un vide immense, une douleur indicible mais aussi une légende. Celle d'un homme qui a marqué toute une génération et d'une femme qui, à ses côtés, avait appris à aimer intensément. Le décès de Johnny en 2017 fut pour Laetitia une épreuve colossale, une traversée du désert émotionnel où chaque jour semblait plus sombre que le précédent. Mais au-delà de la tristesse publique, Laetitia a su faire preuve d'un courage exemplaire. Comme un phénix qui renaît de ses cendres, elle a choisi de relever la tête, de prendre soin de ses filles Jade et Joy et de porter haut la mémoire de son époux. Ce courage n'a pas seulement été un acte personnel, il s'est manifesté publiquement dans chacune de ses apparitions, chacune de ses décisions. Laetitia est devenue plus qu'une veuve célèbre, une femme forte, digne, qui incarne la détermination à aller de l'avant malgré tout. Cependant, cette force apparente n'a jamais occulté la richesse de ses émotions. Au contraire, Laetitia est une femme profondément sensible, dont le cœur, après tant de blessures, battait encore à la recherche d'un espoir.
Et cet espoir, elle l'a trouvé. Non pas dans une simple consolation, mais dans une véritable renaissance amoureuse. Un renouveau qui, aujourd'hui, illumine sa vie et lui donne une sérénité nouvelle. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce nouvel amour n'est pas né d'un coup de hasard, mais d'une alchimie délicate entre respect, complicité et confiance. Dans un monde où les relations sont souvent éphémères et superficiellement exposées, Laetitia a choisi la discrétion, le temps de bâtir une relation solide, à l'abri des regards indiscrets. Ce choix témoigne d'une maturité affective remarquable, d'une femme qui a appris de ses blessures et qui sait désormais ce qu'elle veut. Au fil des mois, ce nouvel amour est devenu une source d'équilibre et d'apaisement. Une lumière douce qui éclaire ses journées et réchauffe ses nuits. Un compagnon fidèle avec qui elle partage des instants de bonheur simples mais précieux. Cet amour n'efface pas le passé. Il l'embrasse, le respecte et lui donne une nouvelle dimension. Car pour Laetitia, le passé avec Johnny reste une part essentielle de son identité. Un héritage affectif qui continuera de vibrer en elle. Mais ce renouveau amoureux est aussi un symbole puissant. Il dit à toutes les femmes, à tous les êtres humains, que la vie est faite de cycles. Que les chagrins, aussi lourds soient-ils, ne sont jamais des fins en soi. Que la capacité à aimer à nouveau est une force extraordinaire, une preuve que la vie, même après les pires orages, peut offrir des horizons lumineux. Dans cette renaissance, Laetitia ne se contente pas d'être une figure médiatique. Elle devient une source d'inspiration. Son parcours, ponctué de défis personnels et de combats publics, fait d'elle une femme moderne, capable de concilier l'intensité de ses émotions avec une volonté farouche d'avancer. Elle nous rappelle qu'être vulnérable n'est pas une faiblesse mais une force. Que montrer ses émotions, même dans un univers parfois cruel, est un acte de courage. Par ailleurs, cette nouvelle étape dans sa vie s'accompagne d'un regain d'énergie dans ses projets personnels et professionnels. Laetitia s'investit aujourd'hui dans des causes qui lui tiennent à cœur, tout en construisant un avenir qui lui ressemble. Ce cheminement personnel, loin de l'ombre imposante de Johnny, révèle une femme qui s'affirme avec élégance et détermination. Une femme qui inspire, qui incarne la modernité, la résilience et la douceur à la fois. Les médias et les réseaux sociaux, souvent voraces, ont appris à respecter ce renouveau. Car Laetitia impose une distance, un respect et surtout une authenticité qui force l'admiration. Elle choisit ses moments, ses mots, ses apparitions avec la sagesse d'une femme qui a tout vécu et qui sait ce qu'elle veut protéger, son bonheur retrouvé et la paix intérieure qu'elle a conquise. Ce récit de renaissance est aussi un message universel. Il nous rappelle que le deuil, la douleur, la perte ne sont pas des prisons éternelles, qu'après la nuit la plus noire, vient toujours le jour, avec ses promesses et ses espoirs. Laetitia Hallyday, par sa vie et son exemple, nous offre cette leçon précieuse. Il faut savoir se relever, se reconstruire et croire en l'avenir. Alors que l'actualité s'emballe souvent autour des scandales ou des frasques, il est essentiel de s'arrêter sur cette histoire vraie, belle et émouvante. Celle d'une femme qui a traversé l'ombre pour retrouver la lumière. Celle d'une mère, d'une épouse, d'une femme libre et forte, qui continue d'écrire son histoire avec passion et authenticité. En conclusion, la renaissance amoureuse de Laetitia Hallyday n'est pas seulement une information de plus dans l'univers des célébrités. C'est une véritable leçon de vie, un hymne à la résilience et à la puissance de l'amour. Une histoire qui nous touche tous, car elle parle à nos propres blessures, à nos propres espoirs, et c'est ce mélange d'émotions, de force et de tendresse qui fait de Laetitia une femme exceptionnelle, un modèle de courage et de renaissance. Alors, chers spectateurs, chers passionnés, ne manquez pas ce nouveau chapitre de la vie de Laetitia Hallyday. Car il nous rappelle à tous que, parfois, au cœur des plus grandes tempêtes, l'amour peut éclore à nouveau, plus fort, plus vrai et plus beau que jamais. Pas forcément dans le premier degré, en tout cas pour les circonscriptions, c'est aussi une volonté de désigner et d'avoir ces référents pour nous aider à la mise en œuvre des programmes. Et puis il y a les instances, donc les conseils de maître,
le conseil d'école, on y reviendra tout à l'heure par rapport à la communication aux familles, et puis les instances de liaison, les conseils école-collège, où là on a forcément des outils à disposition qui nous permettent de piloter et d'accompagner les équipes, autant premier, second degré dans la question de la liaison. Et puis il faut rappeler aux enseignants que les VAR, elle est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est aussi sur la question de l'estime de soi, de la confiance, du respect de l'autre, et ça aussi c'est extrêmement important par rapport à ce que disait Sophie tout à l'heure en première partie, sur le contenu des programmes. Et ça, il faut vraiment aller sur cette question-là pour assurer notamment en termes de légitimité de nos enseignants, et le prescrit est là, et donc le contenu et les tableaux qui sont proposés dans ce programme sont extrêmement importants en termes de cibles précises, en termes d'activité, et puis aussi pour rassurer les familles pour éviter les représentations erronées de ce qui doit être fait ou ce qui peut être fait à l'école. Donc ça, ce sont vraiment des leviers extrêmement importants. Et sur les enjeux de pilotage, on reviendra après sur la question de pouvoir aussi analyser et accompagner les équipes. Alors justement, très concrètement, comment ça va se traduire sur le terrain demain, cette mise en œuvre ? Alors on a nos plans de formation. Pour le premier degré, il y a la question du plan de formation, c'est-à-dire qu'on s'empare du plan de formation. Il y a la question de l'appropriation des programmes. Comment on accompagne nos enseignants pour avoir une connaissance très aboutie du prescrit, et notamment la partie, le préambule qui est évoqué tout à l'heure, extrêmement important. Donc on repose le cadre, et ça c'est extrêmement important. Et après on va sur la question des ressources à déployer pour mettre en œuvre ce qui est proposé en termes de notions de compétences et d'activités précises, que ce soit en maternelle ou en élémentaire. Sabine Thicot, dans le second degré. Alors, pour le second degré, je vais compléter un petit peu sur les instances de pilotage, puisque nous avons en plus donc, du conseil pédagogique, où là ça va être important de pouvoir impulser un véritable collectif, notamment interdisciplinaire. Je reviendrai sur cette question de l'interdisciplinarité, mais on a aussi